Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h, vous êtes sur Prune et vous écoutez Angle Mort, l'émission du collectif Isonomia. Bienvenue sur Prune, là où les luttes antiracistes et décoloniales prennent la parole. Angle Mort, c'est l'émission qui éclaire les marges et décolonise les regards. Tous les premiers lundis du mois, de 19h à 20h, avec le collectif Isonomia, explore sans concession les concepts et réalités qui échappent souvent à notre regard. Bienvenue dans ce 3e épisode de la 2e saison d'Angle Mort où l'on parle depuis les marges, depuis nos vies, nos luttes et nos héritages. Ce soir, autour de la table, comme d'habitude, Rêve, Charmarke, Moussa et moi-même, Filsan. Après achever la révolution, défaire la nation, on poursuit notre exploration avec un nouvel épisode qui s'appelle Retrouver la mémoire. Et pour commencer, comme toujours, place à l'édito d'Angle Mort. Les périphéries parlent au centre, c'est l'édito d'Angle Mort. Nantes. Notre belle ville de Nantes se proclame terre de résistance. Elle se raconte ville-refuge. Ces mots qui sonnent bien résonnent dans les meetings, actuellement circulent dans les tribunes, ornent les programmes électoraux. À Nantes, ce récit de ville-refuge est désormais porté par toute la gauche unie, socialiste, écologiste, communiste, et d'autres recyclés dans la justice sociale et écologique. Dans leur prise de parole commune, Johanna Roland et Marie Vitou promettent de faire de Nantes une ville refuge, présentée comme une ville qui assume l'accueil inconditionnel des exilés. Au moment même où des femmes exilées sortent de la maternité et dorment dehors avec leurs bébés, que le tri des vies qui se fait à la frontière, le laisser mourir, refoulé, enfermé, se décline à l'échelle de la ville avec le refus d'hébergement, la saturation organisée, le droit à l'abri transformé en droit optionnel. Oui, Nantes se rêve ville-refuge. Au moment où la frontière ne s'arrête pas au barbelés, mais qu'elle traverse les maternités, les services d'urgence, les dispositifs d'hébergement, Nantes se rêve ville-refuge. Le cynisme de la formule mérite qu'on s'y arrête, parce que, ailleurs, le mot ville sanctuaire a un sens précis. Aux États-Unis, quand des villes se disent sanctuaires, l'histoire est autre. Dans les années 80, puis avec le New Sanctuary Movement, des municipalités comme San Francisco ou New York ont commencé à refuser concrètement de collaborer avec la machine fédérale d'expulsion. Ne pas collecter le statut administratif, créer des cartes municipales, des bureaux pour les exilés, garantir l'accès aux services pour les sans-papiers et assumer un conflit politique avec l'État central autant que possible pour celles et ceux qui vivent sur leur territoire. Cette logique prolonge une histoire plus ancienne, celle du chemin de fer clandestin, ces réseaux d'églises, de maisons, de quartiers noirs qui déjà au XIXe siècle organisaient la désobéissance pour arracher des esclaves à la voie fédérale et les conduire vers des espaces plus sûrs. Rien de tel à Nantes. Ici, la gauche unie, elle, a choisi ville-refuge, un terme plus doux, plus flou, plus compatible avec la continuité de l'ordre administratif. On garde la chaleur du mot, on évacue ce qu'il suppose de rupture concrète, tout en maintenant intacte la mécanique qui remet des femmes et des enfants à la rue au bout de quelques nuits. La ville qui s'imagine refuge, elle ne désobéit jamais. Pire, elle accompagne sans broncher la nécropolitique intérieure de l'État. Parce que l'universalisme bienveillant ne réquisitionne pas des bâtiments vides, il ne garantit pas l'hébergement inconditionnel. Il laisse la justice rappeler dossier après dossier que la fameuse saturation cache en réalité une inégalité organisée. Il signe des communiqués, s'indigne à distance, mais laisse les dispositifs continuer à trier, à épuiser, à expulser. La bataille pour le réel se joue aussi dans le langage, dans la capacité à nommer les choses, à définir ce qui compte et ce qui peut être oublié. Quand cette gauche institutionnelle s'empare des mots de la lutte pour les vider de leur substance, elle ne fait pas que récupérer un vocabulaire, elle fabrique activement une réalité où la contradiction n'existe plus. Alors, lorsque le pouvoir blanc se la raconte humaniste en se proclamant ville-refuge ou terre de résistance, la question devient simple. Un refuge pour qui ? Une résistance à quoi ?
C'est là que la bataille du réel rejoint la bataille de la mémoire. On peut se dire antiraciste, accueillant, héritier des résistances, sans que ces paroles n'obligent à changer quoi que ce soit à la manière dont on traite aujourd'hui les exilés. Cette bataille du réel se situe ici dans l'écart entre les mots et les corps. Il se joue dans l'indécence de celles et ceux qui se satisfont d'un mémoriable piste cyclable à la fin du laisser mourir. C'est Angle mort, saison 2, épisode 3, Retrouver la mémoire. Il y a quelque chose que je voulais dire qui est très important, surtout lorsqu'on était en train de marcher sur l'esplanade de mémorial, c'est les plaques. Lorsque vous regardez les plaques, on voit qu'il y a le nom du bateau qui est dessus, l'année où les bateaux partent de Nantes, mais on n'explique pas le nombre d'expéditions qu'il a pu faire, le nombre de captifs qu'il transporte. Il faut dire la vérité. On est là pour dire l'histoire, on n'est pas là pour cacher. C'est de dire l'histoire et bien assumer. Et ça, c'est ce qui crée ce genre de malaise encore des résistants, des gens qui se battent et disent que l'histoire est racontée par les vainqueurs. Et c'est ce que je disais à Pierre. Oui, alors j'ai une approche un peu différente parce que je trouve qu'en mettant une plaque par départ de Nantes, ça permet de mesurer le nombre de campagnes qui ont été faites. Et donc, les plaques, il y en a 2000. Il y en a 1700 qui indiquent le nom des bateaux qui sont partis. En plus, juste au moment où regarde, je tombe sur la plaque que vous voyez. Elle a été tracée. Déplacée, oui, mais justement, c'est là que je suis encore en désaccord. C'est le fait qu'il y a des vélos, tout le monde marche sur un espace qui est mémoriel, un espace qu'on devait respecter. Et c'est là qu'on voit encore, il y a un manque de respect par rapport à ce mémorial, parce qu'on a fait un espace de vélo, les gens passent dessus, marchent dessus, etc. Il n'y a pas de respect. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Alors, vous venez d'entendre, pour ouvrir cette émission, un extrait du podcast de LSD, la série LSD sur France Culture. L'épisode en question, là, s'appelle « Nantes, un présent à réparer ». Donc, on y entend comment Nantes se raconte comme ville de mémoire, tout en laissant hors champ une partie des violences bien réelles qui se jouent aujourd'hui. Donc, Rêve, c'est ce qui nous occupe ce soir, retrouver la mémoire. Mais retrouver la mémoire, en disant ça, on parle de quoi exactement? Retrouver quoi et contre quoi? En fait, l'idée, c'est que retrouver la mémoire, il y a cette idée de plus jamais ça qui est derrière. Donc, quand on entretient la mémoire pour ne pas refaire les choses du passé. Il faut bien distinguer, la mémoire, c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est une discipline scientifique qui essaie de coller au maximum au réel. La mémoire, c'est aller justement puiser dans l'histoire ce qui, des valeurs et des faits, représentent nos valeurs d'aujourd'hui, devraient ou sont supposés représenter nos valeurs d'aujourd'hui, de ce que nous construisons comme présent dans le réel et de ce vers quoi nous nous projetons dans le futur. Et il se trouve que la façon dont la mémoire est entretenue et organisée aujourd'hui construit non pas un plus jamais ça, mais une amnésie qui tend à jeter un voile sur la réalité. Ouais, d'ailleurs en France, donc tu l'as dit, on adore dire plus jamais ça, puis en même temps on adore inaugurer des mémoriaux, faire des commémorations. Encore plus à Nantes, où tous les 10 mai, on célèbre l'abolition de l'esclavage, alors qu'en même temps, on prépare le projet de la construction d'un centre de rétention administrative. J'ai remarqué, quand tu regardes Nantes et ses commémorations, son mémorial, qu'est-ce que ça te dit de la manière dont la bourgeoisie fabrique les savoirs et le réel, justement? Écoute, ce qui est le plus étonnant, même dans l'intitulé, en fait, c'est de se dire comment on peut en même temps commémorer l'abolition de l'esclavage et ouvrir un CRA. Mais ça, on ne peut pas le comprendre si on ne s'intéresse pas justement à la production de savoir, ce qu'on appelle l'épistémologie, quoi. En gros, l'ensemble des savoirs, des méthodes qu'on va mobiliser pour connaître un phénomène et connaître quelque chose. Et c'est quelque chose qui est très important à savoir parce que si on s'intéresse à la façon de produire le savoir de la bourgeoisie, parce que aussi les prolétaires ont aussi une épistémologie à eux. Alors, je voudrais bien préciser qu'il ne s'agit pas de deux disciplines qui sont concurrentes, c'est deux positions dans le monde.
L'une, la bourgeoise qui est très fragmentée, très administrative, très cadrée, qui peut s'expliquer tout à l'heure dans l'extrait de l'échange entre les deux messieurs. Alors, le deuxième monsieur qui parlait, c'est bien un descendant de négrier. La première chose qu'il a trouvé à dire au monsieur, c'est de dire oui, mais ça nous permet de compter. Et donc, compter, c'est quelque chose qui est très, très important, en fait. Donc, et en face, il y a la mobilisation du savoir plutôt populaire et prolétaire qui, lui, parce qu'il vit des conditions de vie radicales, ne peut pas se permettre de fragmenter sa vie et ne peut pas se permettre de fragmenter son savoir. Et donc, il a une approche plutôt totale des phénomènes. Donc, ça, c'est la première chose. Ok. Du coup, là, ce que je comprends, c'est que la mémoire est donc bien et bien un outil de pouvoir. Et des fois, on entend souvent, c'est le premier noir, la première femme noire. Rêve. Oui, oui. Non, mais avant de revenir sur ça, effectivement, cette idée donc, qui a été évoquée par Charles Marquet, bon, il se trouve que c'est toujours un peu contradictoire de voir célébrer d'une part, mais en même temps jeter un voile sur le réel dont je parlais tout à l'heure, comme quand Macron va panthéoniser Manoukian, mais en même temps célébrer Pétain. Normalement, quand tu panthéonises Manoukian, donc Misak Manoukian, c'est pour dire plus jamais Pétain. Et pourtant, il entretient les deux idées. Mais j'aimerais bien que tu continues sur l'idée que tu étais en train de développer tout à l'heure sur l'épistémologie bourgeoise. Oui, et pour aller un tout petit peu loin, et ce qui peut des fois nous sembler difficile en fait pour des militants antiracistes ou des gens qui sont humanistes, c'est que l'épistémologie bourgeoise, elle est beaucoup appuyée sur la rationalité. Et donc, historiquement, c'est largement compréhensible. On l'avait déjà évoqué dans d'autres émissions, où dans un souci de contrôler le monde, de traverser les mers, de prévoir les phénomènes, cette rationalité-là, qui est plutôt scientiste, a été à un moment donné assez efficiente pour pouvoir expliquer le monde et prendre la main sur le monde. Mais sauf que cette rationalité a des limites parce que rationnellement, au XVIIIe ou au XVIIe siècle, il y a des gens qui défendaient rationnellement l'esclavage. Donc si on n'introduit pas la morale dans justement la problématique, on voit très bien que les phénomènes peuvent continuer. Et en fait, c'est très important parce que ce que j'essaie de dire, c'est que la vision du monde des bourgeois est très, 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 très limitée et très scientiste et très administrée. D'où la nécessité justement de mobiliser la dialectique ou des savoirs qui sont vraiment situés. Quand tu dis la nôtre, nous... La nôtre, c'est-à-dire les gens populaires, les prolétaires, en fait, les gens du peuple. Et tout à l'heure, je l'avais dit qu'elle a une autre approche. Et tout ça pour dire que, et elle l'avait évoqué, Fessan, dans son édito, c'est la lutte pour le réel. Parce que le réel, tel qu'il est vu, tel qu'il est construit par les bourgeois, c'est une donnée neutre, fixe, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Et donc, par exemple, on va construire le CRA parce que il y a trop de migrants qui sont là, il y a des flux migratoires, etc., etc. Alors que nous, en fait, ce n'est pas une donnée, c'est un point de départ, le réel. Le réel, pour nous, c'est transformer. Et c'est d'expliquer aux gens, mais si ces gens-là, ils sont là, c'est bien qu'il y a une histoire, il y a des rapports sociaux, en fait, derrière. Et c'est pour ça que la bourgeoisie, elle peut paraître progressiste parce que qui peut être contre un mémorial contre l'abolition de l'esclavage? Aucun d'entre nous. Elle a historiquement été progressiste, mais elle ne peut pas aller au bout de son projet parce que si elle va au bout de ce projet, elle est obligée, mais vraiment obligée de dévoiler en fait certains rapports sociaux qui ne la mettent pas en avantage et qui, in fine, va lui faire perdre son pouvoir. Pilsen? Ouais, non, du coup, ce que vous décrivez tous les deux, c'est une mémoire qui ne parle jamais de ce qu'elle fait aujourd'hui au corps réel. Une mémoire qui adore les grandes figures, les premiers de cordée, les gestes symboliques, mais qui renvoie toujours la responsabilité à l'individu, à sa bonne conscience, son recueillement et son civisme. Mais bon, on essaiera de voir, après notre première pause musicale, on essaiera de voir comment passer d'un cadre où tout repose sur l'individu à un cadre un peu plus collectif. Voilà, on va essayer d'expliquer ça. Ok, du coup, la pause musicale, c'est... Lik C'est et le titre c'est Lik Qui a choisi ça? Nour. Ouais, moi, j'ai fait confiance aux musicaux. Donc, bon,
Vas-y, donc et le son s'appelle Lick sur Prune. بغيت نقولك شحال شحال من كلمة بغيت نغني ليك شحال من نغمة بغيتك تشوف ذاتك في قلبي وترتاح بغيت نشهد ليك ونقول شحال شحال تنبغيك معك عشت وحلمت وتمنيت وحققت وما زال بغيت نطوف ونشوف معك بلدان وبحور وعراسي وجبال اليوم هاني واقفة فاتحة روحي ليك اليوم هاني وكل ما فيا هديت ليك دعيت لربي يكمل لي كل ما تتمناه تمنيت كون يمكن نقرب ليك ما تستناه معك غنيت وشطحت وضحكت وبكيت ولعبت وما زال بغيت نحس وندوق ونحيا الروح ونريح البال أنا نريح البال اليوم هاني واقفة فاتحة روحي ليك اليوم هاني وكل ما فيا هديت ليك Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Alors vous êtes toujours sur Radio Prune, c'est Angle Mort et ce soir on essaye de retourner la mémoire comme un gant et c'est l'heure de l'instant lexique. Jingle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'instant lexique d'Angle Mort. On retrouve donc Rêve qui décortique les mots comme d'autres démontent du moteur et qui ce soir encore va nous rappeler qu'un concept n'est jamais neutre, surtout quand il s'appelle exploitation. C'est à toi, Rêve. Dans notre quotidien, le mot exploitation évoque spontanément l'abus, l'injustice flagrante, la figure du patron qui profite de ses employés, mais en sciences sociales, il renvoie à bien plus qu'un simple rapport inéquitable. Il décrit un mécanisme structurel, un agencement durable de pouvoir où certains groupes tirent avantage du travail, du temps, des ressources ou des capacités d'autres groupes. L'exploitation apparaît donc moins comme une dérive exceptionnelle qu'elle ne constitue l'une des formes organisées par lesquelles les sociétés structurent la dépendance. Alors, mais comment un tel système peut-il se maintenir même lorsqu'il semble reposer sur des relations libres ou contractuelles ? C'est précisément la question que les sciences sociales critiques ont cherché à éclairer. Karl Marx, au XIXe siècle déjà, en a posé les fondements. Pour lui, l'exploitation est inscrite au cœur du capitalisme. Elle repose sur la plus-value, cette part de travail non rémunéré que le capitaliste s'approprie. Le salaire ne rémunère jamais tout le travail accompli, mais assure seulement le minimum nécessaire à la reproduction de la force de travail. Le surplus de valeur produit par le travailleur alimente le profit. Ainsi, même dans un contrat apparemment équitable, l'ouvrier se retrouve dans une relation d'appropriation qui dépasse la simple négociation économique. Aujourd'hui, les formes d'extraction de valeur se sont multipliées. La sous-traitance mondiale, précarisée du travail économique, captation des données et endettement massif. Des auteurs comme Emmanuel Renaud ou Ulysse Lochkin montrent que l'on reconnaît aujourd'hui l'exploitation à 3 éléments essentiels. D'abord, un déséquilibre des avantages qui fait reposer l'aisance d'un groupe sur l'appauvrissement d'un autre,
Ensuite, un verrouillage de l'accès aux ressources productives, empêchant certains de vivre autrement que dans la dépendance. Et enfin, une captation organisée du travail ou des capacités d'autrui institutionnellement encadrées. Ces critères déplacent l'attention. Ce n'est plus seulement le salarié industriel qui cristallise l'exploitation, mais un ensemble de rapports sociaux où s'ordonnent l'inégalité et la contrainte. Alors, sous quelle forme tangible ce mécanisme se déploie-t-il dans nos sociétés actuelles? Les théories féministes matérialistes, de Christine Delphi à Silvia Federici, ont révélé l'importance du travail domestique et reproductif massivement accompli par les femmes. Ce travail, ménage, soins, charge mentale, organisation du quotidien, est rarement considéré comme tel, souvent enveloppé dans des discours sur la nature féminine, entre guillemets, ou l'amour, entre guillemets. Pourtant, il constitue une part décisive du fonctionnement de la société, puisqu'il assure chaque jour la reproduction de la force de travail. Le capitalisme s'appuie largement sur cette organisation pour réduire les dépenses nécessaires à la reproduction sociale. Puis, les théories critiques de la race, du marxisme noir à la colonialité du pouvoir, révèlent un autre ressort, ce qu'on appelle l'exploitation raciale. Il s'agit de ne plus réduire le racisme à du préjugé, il sert surtout de dispositif productif rendant possible et rentable le travail contraint ou sous-payé de certains groupes. De l'esclavage à la colonisation, à la ségrégation, l'histoire illustre cette articulation entre extraction de travail, dépossession et hiérarchie raciale. Aujourd'hui, la segmentation raciale du marché du travail maintient les populations racisées dans les emplois les plus précaires, faisant du racisme un outil durable de vulnérabilisation de la main-d'œuvre. Plus largement, des penseuses comme Nancy Fraser montrent que le capitalisme a toujours combiné exploitation, on entend par là appropriation du travail, et expropriation, on entend par là dépossession des ressources. Cette dynamique, loin d'avoir disparu, structure encore notre monde globalisé où certains groupes doivent affronter simultanément bas salaire, endettement, absence de droits, expulsion et restriction de mobilité. Enfin, l'intersectionnalité propose une lecture décisive. Les rapports de classe, de genre et de race ne se superposent pas simplement. Ils s'entremêlent pour produire des formes d'exploitation qui ne peuvent être comprises isolément. Une femme noire précaire, par exemple, n'est pas confrontée à une addition de discrimination, mais occupe une position sociale façonnée par plusieurs rapports de pouvoir qui s'alimentent mutuellement. Alors, et si nos propres pratiques, du coup, nos habitudes, nos consommations contribuaient malgré nous à faire perdurer ces agencements d'exploitation? Il serait tentant de croire que l'exploitation ne résulte que de comportements individuels déviants. Nous avons montré ici qu'elle prend forme dans des institutions, des normes, des structures économiques et des récits collectifs qui lui donnent cohérence et légitimité. Les sciences sociales, comme les luttes sociales, ont pour tâche d'exposer ces mécanismes, de les analyser, de les arracher à leur apparente évidence. La compréhension est ici une condition de la transformation car rendre visible ce qui organise l'exploitation permet d'imaginer les voies de l'émancipation. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Merci Rêve pour cet éclairage. C'était clair comme de l'eau de roche. Peut-être pour reprendre la partie 2, j'avais oublié d'introduire deux catégories qui sont quand même essentielles pour notre discussion. Oui, parce que c'est la suite. Introduire le collectif. Exactement. C'est les catégories de l'individu et du collectif qui sont vraiment très importantes à connaître parce que la bourgeoisie, elle a toujours des structures mentales extrêmement centrées sur l'individu et l'individualisme, alors que nous, les choses qu'on prône, le monde vers lequel on va, c'est plutôt des savoirs collectifs. Est-ce que Rêve sur l'individu, tu as envie de rajouter quelque chose? Justement, à chaque fois que l'on parle de ces choses-là, moi, il y a un truc qui... Ouais, j'allais dire me tue le pire, mais bon... J'avais essayé de te lancer tout à l'heure. Je sais ce que c'est. Oui, mais... par exemple, la République, entre guillemets, se gargarise tout le temps de le premier homme noir, la première femme noire. Plus récemment, c'était Nadège Abomangoli, première femme noire, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et comme l'a dit Charles Marquet, c'est une façon pour la République de montrer sa grandeur, voire sa maturité morale. Mais en réalité, non. Nadège Abomangoli, la République ne lui a rien donné. Elle a tout arraché. Elle a débarqué avec ses gros sabots dans une institution qui ne lui a pas ouvert la porte de manière gracieuse. En réalité,
quand moi j'entends le premier homme noir ou la première femme noire ou etc., ce que j'entends c'est vous êtes la dernière génération blanche Les plus archaïques. à empêcher que certains accèdent à certains postes. Mais de la même manière, la première femme, vous êtes la dernière génération d'hommes qui a empêché que les femmes accèdent à des postes ou juste à une certaine dignité. Donc, je pense qu'il faut renverser la lecture pour montrer que non, en fait, c'est la République qui vient d'atteindre, en fait, de rattraper les choses et non pas qui montre sa grandeur en évitant les autres. En fait. C'est pas la République qui s'honore, mais... Voilà. Elle n'est pas en avance, elle est en C'est retard. surtout les autres qui l'honorent. Donc, pour revenir au sujet de la mémoire et surtout au sujet collectif, j'ai remarqué, moi, j'ai en tête un dispositif nantais, un dispositif mémorial qui illustre parfaitement ce dont nous parlions précédemment. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement une de tes expériences ou une de tes rencontres avec ce dispositif? Ouais, bah en fait, je vais essayer de raconter mon expérience propre et essayer de vous faire comprendre ce qu'on essaye de dire. Et surtout, d'abord la gêne qui parcourt. Parce que pour raconter aux gens, il nous est arrivé les 2 dernières éditions de perturber gentiment et de différentes façons les commémorations là sur l'abolition de l'esclavage. Et j'avoue que la première commémoration, j'avais eu un peu de scrupule parce que qui se sent à l'aise d'aller justement perturber des commémorations. Une Et- minute de silence. Une minute de silence. Et la deuxième année, lorsque on a quand même fait un petit compromis, on a décidé d'aller de l'autre côté du bras de la Loire. Et c'est à ce moment-là que Des vraiment... 2 côtés. Des 2 côtés, voilà. Mais moi, en tout cas, j'étais parti de l'autre côté de la Loire. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti vraiment ce qui me gênait. C'est que j'étais dans mon plein droit, en tant qu'humaniste, enfin, en tant que militant antiraciste, d'être là-bas. Et en fait, c'était moi qui ai été obligé de m'exclure. Mais en fait, c'est le dispositif qui est fait de cette façon-là. Le dispositif, il est construit justement pour que ne viennent pas apparaître les contradictions. C'est tout ce dont on parlait tout à l'heure. La ville, elle a besoin de commémorer parce que c'est une espèce d'animation, un surplus moral dont elle a besoin. Et même quand on rentre dans les détails en fait de cette commémoration, on voit en fait les personnages qui sont présents, on voit quelque chose qui est vraiment complètement, comment dire, c'est même pas, c'est au-delà du gaslight. On voit dans une édition un poète qui était sous OQTF quelques années avant dans le dispositif et qui aurait pu aller finir dans un CRA. L'année suivante, le but... S'il n'y avait pas eu de mobilisation. Exactement. Le but, là, ici, c'est de montrer que ce n'est pas lui qu'on fête, c'est la République qu'on fête. C'est la maturité morale dont tu parlais, nous sommes capables, parce que tu as un talent extraordinaire, on va te reconnaître, le côté exceptionnaliste. Et la deuxième édition, il y avait une jeune actrice dont je ne sais même plus comment elle s'appelle, qui est très connue, et elle va plutôt représenter la jeunesse de demain, le nouveau récit national de la Nouvelle-France qu'on a envie de construire, d'une jeunesse engagée, très sympa et très lisse. Très reconnaissante. Exactement, quoi, tu vois. Et ce côté-là qui est positif, mais il y a autre chose, en fait, qu'on remarque dans cette cérémonie-là, c'est l'absence totale des populations antillaises, enfin, je préfère dire caribéennes parce qu'on oublie souvent Haïti, des Caribéens qui ont totalement disparu de ces cérémonies-là. Et c'est quelque chose qui me gêne parce que concrètement, il y avait des Noirs qui étaient là. Et pour être plus précis, c'est plutôt des Africains qui sont venus remplacer... c'est eux qui tiennent le rôle, Voilà, qui jouent du tambour, qui tiennent le rôle de... qui représente... Exactement. Et on voit qu'en fait, dans ces cérémonies-là, ce n'est pas la vérité historique qui est recherchée. Ce qui est recherché, c'est la noirceur. On veut avoir un archétype, on veut avoir des silhouettes, on veut avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose au noir. Et on voit aussi, même pour moi, en fait, ça m'a questionné de la limite de la noirceur. Parce que là, pour le coup, la noirceur, pendant cette cérémonie-là, elle a été utilisée justement pour masquer les politiques dégueulasse de l'État français, quoi. Mais
Moi, ce que tu décris là, ça me fait penser énormément à ce qui se passe par exemple avec l'écologie où tout repose sur des petits gestes. Toi, on te demande de trier, de composter, de mettre du paillage. Mais ça participe. C'est mieux, c'est bien que tu aies évoqué l'écologie parce que je pense que ça va être, c'est tellement plus hégémonique que les questions mémorielles que peut-être que ça va peut-être vous aider à comprendre. Lorsqu'on fait du tri, mais qui va dire à une personne qui fait du tri, non mais tu fais n'importe quoi, à part être un gros réac. Mais ça, c'est des gestes individuels. Est-ce qu'on sait que lorsque tu tries, tu n'es pas en train de faire du tri, tu es en train d'essayer, tu es en train de faire économiser Veolia qui a récupéré la régie des déchets pour qu'elle n'embauche pas des gens. Tous ces petits gestes au quotidien qui nous sont demandés, alors on va rouler à vélo, etc., etc. Mais quel poids ça face au supertanker qui vient justement livrer ce vélo cargo Ou les voyages de Taylor Swift. ou de Taylor Swift. Donc, faire peser sur une personne le souci de sauver la planète, mais c'est extrêmement angoissant, quoi. Et c'est pas pour rien si les conservateurs et les FAF ont trouvé dans l'écologie un pipeline aussi pour pouvoir montrer les contradictions inhérentes à la production du savoir des bourgeois. Bon, à Nantes, on excelle en plus, nous. Non, bah ouais, il y a un petit sondage qui vient de sortir là, qui place la ville de Nantes dans le top 10 mondial des villes cyclables. Ah, Ce qui nous vaut déjà le petit nom ici de la Copenhague, la petite Copenhague de la Loire. Non, c'est Bogota. ouais, bah, ils ont acheté les classements de toute façon. Ouais, ils ont acheté les classements. Mais bon, voilà, ça participe au récit. Bon, sinon, ce genre de dispositif ne fait pas que te faire passer pour un agité, entre guillemets. Il sert aussi à légitimer la violence qui peut être déployée ensuite. Rêve, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, et notamment sur notre première perturbation de la minute de silence lors de la commémoration, ce qu'on avait remarqué, c'est que on nous avait envoyé les flics ce jour-là. Il y avait eu une des personnes qui avait intervenu avec nous, qui avait été arrêtée, et donc certains se sont opposés, dont un élu, je vais le citer, le député Andy Kerbrad, qui s'est physiquement opposé aux flics ce jour-là. D'ailleurs, c'est pour ça que... C'était chaud. Oui, que cette personne n'avait pas été embarquée. Et moi, je me suis dit, OK, c'est parce que vraiment, on avait foutu le bordel, des trucs comme ça, qu'ils ont appelé les flics. Et puis, cette année, on arrive et on voit camions de CRS. Donc, dispositifs policiers multipliés. Et on a même vu... Prévision, hein, avec des hommes en costume, qui sont donc avec le radio et qui sont à côté de nous pour dire on les interpelle ou pas, Ouais. on les identifie ou pas. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, ce à quoi ils s'opposent, parce qu'ils avaient déjà vu notre première intervention, ils ont vu que ce n'était pas C'était violent. pas violent, c'était Donc, pas... nous ne sommes pas, on n'était pas un trouble à l'ordre public, mais ce qu'on était, c'était un trouble à l'ordre social. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que ces commémorations sont chargées de maintenir un certain ordre social et que c'est cet ordre social que l'on bouscule. Et qu'il y ait violence ou pas, en prévision de la possibilité de cette corruption dans cette mécanique, ce cérémonial républicain, etc., alors il faut déployer de la violence, même s'il n'y en a pas de l'autre côté. Et ça m'a vraiment frappé sur cet usage de la violence par donc l'État, et pour le coup ici par la municipalité. Ouais, sans oublier que ce refus de se tenir tranquille face au décorum de cette mémoire peut aussi te faire prendre le fameux boomerang de la repentance, mais on y reviendra après la deuxième pause musicale. Et là, c'est Moussa qui a choisi le titre. Ouais. Moussa? Chosan, de Daraji Family. Le groupe de Father Freddy. Allez, on se retrouve juste après. Atinaag li ci biiram boo demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo. Atinaag li ci biiram boo demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo. Atinaag li ci biiram boo demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo. Atinaag li ci biiram boo demee
jaaxal mooy fu ñu jëmee su fi maam yi moom bu ñu woowee duñu tànqam lu duñu sore dañuy fatu ni mu gën a gaawee ñun ndawi réew mi dañu bare ci fi luy jëriñ fii ak fële bañu ñi si dara ku ngeen boy bare wër naa àdduna Japon and Australia there is no place like home fenn du suñu gaal Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. On est de retour dans Angle mort et après avoir parlé de commémoration, d'irruption et d'agitation, faisons un pas de côté. On connaît ça aussi, un les pas de côté. Avec la chronique d'Angle mort, rebaptisée ce soir la chronique d'accompagnement vers la maturité. Vas-y, hein. De toute façon, moi je donne des titres, on les prend pas. On est tranquille. Non, tu vas nous parler de mémoire avec un grand M. C'est comme ça. C'est à toi, Moussa. Jingle. Tu veux de la cam? C'est la chronique Angle mort de Moussa. Bon, bah écoutez, bonsoir déjà. Alors, le titre de l'émission aujourd'hui, c'était Retrouver la mémoire. Et moi, j'avais pas capté qu'on parlait de la mémoire avec un grand M. Moi, je pensais qu'on allait parler des petits oublis du quotidien, comme l'amnésie sociale dont je souffre, par exemple. Tu vois, moi, des fois, j'oublie que je suis pas blanc. Ah. Tu sais, je suis au phone pour un taf, tout se passe bien. Le gars est cordial, il se dit « Ah, il est bien de chez nous ». Et quand je lui dis mon prénom, c'est plutôt « Ah, il est chez nous ». Tu vois, après, l'amnésie, ça touche aussi les chaînes de télé. Tu vois, à CNews, par exemple, ils ont oublié que c'était une chaîne d'information. Ils parlent que d'islam, tout le temps. Là, j'ai vu, en 4 ans, ils ont utilisé le mot islam plus de 30 000 fois. C'est plus que sur Al Jazeera depuis sa création. Tu m'étonnes, le nombre de conversions à l'islam, il augmente chaque année en France. À force de répéter des mots religieux à longueur de JT, bah, les gens, ils sont curieux. En fait, CNews, c'est pas des journalistes qu'ils embauchent, c'est des imams. Pascal Praud, il parle tellement d'islam, grâce à lui, j'apprends des trucs sur ma propre religion. Tu vois, le mot taqiya, par exemple. J'ai appris ce que ça voulait dire sur CNews. Je l'avais jamais entendu avant. Tu vois, sur cette chaîne, en fait, ils combattent l'islam en lui faisant de la pub. C'est pour ça, moi, je dis CNews, c'est la première chaîne d'infos musulmane de France. Skyrock, ils sont premiers sur le rap, eux, ils sont premiers sur le din. Si tu veux savoir la vraie date du début de Ramadan, ou si une nouvelle boucherie halal a ouvert dans le coin, branche-toi sur CNews, frère. Tout ça, là, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un ex-journaliste de chez eux. Un jour, son directeur, il a dit, bon, c'est bientôt les élections, à partir de maintenant, on va faire que du musulman. Franchement, c'est pas une dinguerie d'être aussi investi dans la religion pour une chaîne de télé. Moi, je suis sûr, quand tu rentres dans les bureaux de CNews, tu dois enlever tes chaussures et faire tes ablutions. Et eux, à chaque coupure pub, ils prient en direction du Puy du Fou. C'est ça la diff. Ah, bref, tout ça pour dire que la mémoire, en vrai, c'est important. Sans mémoire, on refait les mêmes erreurs, donc les mêmes horreurs. Après, il y a des erreurs qui rapportent. Et dans l'histoire, quand une erreur rapporte, c'est rarement des Noirs qui en profitent. En vrai, la mémoire dans la peau, c'est plutôt l'histoire de Suleiman. Ça, c'est pour les petits cinéphiles, ceux qui captent. Tu vois, par exemple... Ceux qui l'ont vu, surtout. Ceux qui l'ont vu, surtout. Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai mis la ref. Par exemple, à Nantes, après l'abolition de l'esclavage, on s'est fait une promesse. On s'est dit, plus jamais ça. Plus jamais on déshumanise des gens. À partir de maintenant, on va être une terre d'accueil, ville-refuge. Tout le monde sera le bienvenu avec dignité et empathie. Après, ça fait 177 ans. C'est loin, hein. Du coup, petit à petit, on est passé de plus jamais ça à on remet ça. Ouais, parce que là, à Nantes... s'apprête à construire un centre déshumanisant des gens qui n'auraient pas le bon statut administratif. C'est la même ville qui a construit des bateaux déshumanisant des gens qui n'avaient pas la bonne couleur de peau. Ça veut dire, à Nantes, on est dernier de Ligue 1, mais premier sur le transfert des Noirs. Ouais, ça joue, hein.
sais, parfois, tu crois que l'histoire, elle te fait un clin d'œil, mais en fait, elle te fait un gros doigt en te regardant droit dans les yeux et en chantant « Tu m'oublieras » de la Rousseau. Merci de m'avoir écouté. Moi aussi, je suis J'ai eu peur, hein, moi, qu'il allait se lancer. Ah non, c'est regardé, on s'est dit à la prochaine Pour la fois, là. prochaine. Ouais, bah écoute, merci Moussa pour cette chronique pleine de lucidité. Allez, Et de c'est maturité, Rolacam. Ouais, de maturité. C'est Rolacam. Ah, la Ouais, c'est Rolacam. Merci de remettre le titre au goût du jour. Ok, c'est vrai. Alors du coup, maintenant, on va aller du côté des sensibilités politiques avec le hors-piste de The One and Only, cher Marquet. Là, l'anglais ne la gêne pas. Tu as vu, hein, l'accent, je sais pas si c'est britannique ou si c'est... C'est écossais. On va dire c'est Commonwealth. Voilà, Ok. c'est écossais pour moi. Vous êtes vilain. On prend un détour. C'est le moment hors piste d'Angle Mort. Bon, c'est le hors-piste de cher Marquet. Bon, c'est la rubrique préférée de celles et ceux qui aiment quand ça quitte un peu la route principale, juste un peu. Et ce soir, je crois que le titre, c'est l'anticommunisme de gauche et blanc. Exactement. C'est ça, donc c'est à toi, cher Marquet. Derrière l'anticommunisme ou la critique de gauche du communiste en Occident, quelque chose demeure trouble. On présente souvent ces critiques comme l'expression naturelle d'une vigilance démocratique ou d'un attachement aux libertés. Mais si on observe qui parle, qui analyse, qui écrit, on voit une réalité beaucoup plus simple. Ce ne sont pas les classes populaires qui produisent cette critique, mais presque exclusivement les cadres intellectuels de gauche, blancs, diplômés, pour qui l'effondrement du communisme représente pas une catastrophe, mais un moment d'auto-clarification idéologique. En miroir, quelque chose me frappe encore plus. Les catégories racisées de genre ne se livrent pas trop à ce communisme bashing. Au contraire, ce sont souvent elles qui produisent les analyses les plus fines des angles morts des projets révolutionnaires. Malgré ses limites historiques, le communisme demeure l'un des rares projets politiques capables d'ouvrir des débouchés progressistes à long terme, surtout lorsqu'il intègre des dimensions de race et de genre dont il a été expurgé. Alors, comment tu analyses, cher Marquet, cette dissymétrie? Est-ce que c'est un simple retard théorique de groupes marginalisés sur le communisme ou est-ce que cela révèle quelque chose de beaucoup plus profond? Avant d'aller plus loin, il est peut-être nécessaire de clarifier ce que j'entends ici par communisme. Il ne s'agit pas du concept en lui-même, mais du communisme influencé par le marxisme comme une volonté de transformation radicale du monde social. Il ne s'agit donc pas d'arbitrer entre les différentes écoles communistes, ni de décider quelle forme serait légitime ou non. Ce que la critique occidentale vise lorsqu'elle parle de communisme, c'est presque jamais le communisme comme idée, mais une poignée d'expériences historiques très situées. Car les expériences communistes sont diverses, vastes et hétérogènes, de l'Europe de l'Est à l'Asie, de l'Afrique aux Amériques. Elles ne constituent pas un bloc homogène pour qu'on pourrait en juger quelques formules. Or, la critique dominante produite en Occident cible presque exclusivement des expériences d'Europe centrale et orientale. C'est le communisme de la guerre froide, celui des récits médiatiques des universitaires occidentaux qui sert de référence unique à la critique de gauche anticommuniste. En se centrant uniquement sur ces cas, une hiérarchie implicite s'installe. Certaines expériences comptent, d'autres non. Certaines méritent une condamnation absolue, d'autres à peine quelques remarques nuancées. Bah, du coup, pourquoi cette charge violente contre un type particulier de communisme et une indulgence envers les autres? Ce que révèle cette sévérité sélective est une forme de positionnement de la géopolitique raciale qui ne dit pas son nom. Ce qui paraît le plus révélateur dans la critique occidentale du communisme, c'est l'empathie sélective propre à la blanchité. Une sensibilité qui n'accorde du poids à la souffrance que lorsqu'elle touche des corps perçus comme proches, familiers et semblables, et qui s'éteint dès que ces corps sortent du cadre blanc. C'est une empathie racialisée, inscrite dans l'imaginaire européen qui structure en profondeur la condamnation du communisme en Occident. Car ce que l'on reproche fondamentalement à l'expérience soviétique, ce n'est pas l'autoritarisme en soi que le fait qu'il soit exercé sur des corps jugés proches. Les images de files d'attente, de la souffrance, les pénuries et la souffrance blanche sont immédiatement jugées dignes d'identification. La même sensibilité disparaît dès que la violence s'abat sur des corps non blancs. En tant que personne noire, j'ai évidemment des objections envers certaines expériences communistes, notamment à Cuba. Et si je mobilise la même grille empathique pour juger cette expérience, pour moi, le régime cubain a bel et bien transformé cette île en prison pour noirs. Car Castro lui-même, fils d'un colon et très conscient des fractures raciales, savait que la résistance au projet communiste s'organiserait à la fois sur blanc,
de classe et sur celui de la race. Il suffit pour s'en convaincre d'observer le profil racial des exilés anticastristes qui ont filé à Miami. Cette distinction est décisive lorsqu'on mesure le poids économique que cette diaspora a dans les équilibres à Cuba, notamment à travers les transferts d'argent. On voit alors ressurgir au corps même du processus révolutionnaire une stratification raciale persistante héritée de la période pré-révolutionnaire. Mais que fait-on alors? Alors que faire? Il est temps pour la gauche anticommuniste de reconnaître ses angles morts. Soit elle parvient enfin à produire une critique réellement matérialiste, en sont-ils capables, autonome du communisme, dégager des réflexes affectifs de la blanchité, soit elle doit assumer qu'elles ont rejoint le camp d'en face. Car les années qui viennent verront se refermer en France l'étroite interstice où les discours pouvaient encore se déployer. Mais il serait tout aussi illusoire pour les avocats des expériences communistes de croire qu'une liste d'avancées économiques ou sociales suffirait à réhabiliter ces projets. Le capitalisme peut présenter des bilans tout aussi impressionnants et souvent plus lisibles pour celles et ceux qui vivent ses bénéfices immédiats. J'aimerais, quant à moi, vous laisser réfléchir sur la chose suivante. Pourquoi les paroles racisées et les paroles genrées ont-elles trouvé à émerger et se déployer dans des espaces marqués par le chaos libéral plutôt que dans les sociétés qui prétendaient incarner le paradis socialiste? Pourquoi ces subjectivités ont pu naître dans les failles du capitalisme plutôt que sous la pleine lumière du communisme? Et pour en savoir plus, just till until the next episode. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Merci, Chamalquet, pour ce hors-piste. Tout en anglais. Tout en anglais, ouais. Tout en anglais. Du coup, on va revenir à notre sujet. Maintenant qu'on a parlé de qui fabrique la mémoire, de cette bourgeoisie qui transforme l'histoire en vitrine morale, on a vu comment les dispositifs mémoriels renvoient tout à l'individu et disqualifient toute irruption collective. Mais alors, du coup, il y a une question que je me pose. Est-ce qu'on est vraiment les seuls à voir ça ? Est-ce que ce qu'on a décrit, l'écologie punitive, la repentance en mémoire, c'est juste une lubie de quelques radicaux ou est-ce qu'on touche à quelque chose de plus structurel? Justement, tu touches un point central et qui a créé en partie la confusion de ces dernières années en France. C'est que on partage un espace critique, celui de la bourgeoisie, bien sûr, avec les franges les plus réactionnaires et conservateurs de France et même du monde, quoi. On voit comment, par exemple, l'écologie ou les questions mémorielles ont été des pipelines pour faire émerger, une espèce de discours avant une union des droites. Et la gêne dont je parlais tout à l'heure, et pourquoi je disais que tout à l'heure on avait besoin de dialectique, justement parce que je sens cette gêne-là à la fois sur l'écologie ou sur les questions mémorielles, d'aller vraiment vers une critique radicale parce que, contrairement aux autres, nous, ce qu'on reproche en fait à la bourgeoisie, c'est de ne pas aller assez loin. Alors que les autres, ils la détestent parce qu'elle permet en fait beaucoup de choses. Qu'elle va déjà trop loin. Et elle va déjà trop loin pour eux. Et donc, on est toujours pris justement entre ce scrupule de se dire, mais écoute, si j'y vais vraiment à fond, est-ce que je vais créer un espace de confusion où pourront s'agglutiner X ou Y? Parce qu'il faut le reconnaître en fait. L'opposition à la bourgeoisie, historiquement, elle s'est faite toujours par les ouvriers, vraiment quoi, le monde des travailleurs, et aussi par la bourgeoisie radicale. Et la différence que moi je vois, c'est que nous, justement, l'épistémologie dont tout à l'heure je parlais, c'est cette épistémologie située où en fait on transforme les choses, où on utilise la dialectique. C'est ce qu'on a fait en fait toute cette heure-là, en montrant justement que derrière ce dispositif de reconnaissance institutionnelle se cache en fait autre chose. Alors que justement, les réactionnaires, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est de conserver quelque chose. Ils ont les mêmes structures mentales en fait que la bourgeoisie. Simplement que peut-être qu'elles sont moins introduites dans la circulation du capital, alors que nous, il ne faut pas avoir ce genre de scrupule-là, mais pour pas avoir ce genre de scrupule-là, il faut aller vraiment dans l'analyse et revenir sur un mot que Filsan n'aime pas, vraiment utiliser la dialectique. Oui. Et puis pour ajouter quelque chose, et surtout pour préciser sur ce que tu viens de dire, effectivement, le fait que l'on partage cet espace donc critique de la bourgeoisie fait que quand nous, on critique donc l'écologie bourgeoise,
on critique le fait que la bourgeoisie ne va pas très loin, se campe dans l'individuel alors qu'il faut mais revoir les choses de manière systémique, là où les autres parlent d'écologie punitive. De la même manière, nous, quand on critique la bourgeoisie ou donc la mémoire bourgeoise, on dit que la bourgeoisie, en fait, n'ouvre pas suffisamment les yeux. Les conservateurs, eux, ils disent ils ouvrent trop les yeux, c'est de la repentance, vous êtes en train de vous autoflageller, etc., etc. Exactement. Et donc, cette clarté-là, la radicalité. Et on voit la puissance de ça. Exactement. Mais du coup, Rêve, comment on fait pour retrouver la mémoire une fois qu'on a dit ça, sans tomber dans ce piège? Non, mais en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que nous ne refusons pas la mémoire. De la même manière que nous ne refusons pas l'écologie. Au contraire, on a une approche écologique et on a aussi donc une approche par rapport à la mémoire. Ce qu'on refuse en réalité, c'est un certain rapport à la mémoire, comme la façon bourgeoise de jeter un voile sur le réel. Par exemple, de la même manière qu'on ne peut pas commémorer l'esclavage si on ne l'inscrit pas dans le continuum colonial. Si on coupe donc l'esclavage du continuum colonial, alors on peut effectivement à la fois aller jeter des fleurs sur la Loire, Faire 5 minutes de silence. etc., et aller dealer avec Darmanin pour avoir un terrain pour le CRA. Mais quand on inscrit dans un continuum colonial, quand on montre qu'en réalité, il y a des pratiques qui continuent et que le monde de l'esclavage est un monde qui a ordonnancé les rapports géopolitiques et les rapports sociaux d'une certaine manière, cet ordonnancement continue jusqu'aujourd'hui et on peut voir que le plus jamais ça que devait être la commémoration doit être, on avait dit plus jamais ça, donc quand dans une ville négrière on ouvre une prison pour étrangers, on se dit plus jamais ça et donc on est du côté de contre le CRA plutôt que du côté d'aller signer quelque chose pour le CRA. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, pour en revenir à comment retrouver la mémoire, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement à Nantes? Ça veut dire qu'on ne peut pas donc accepter qu'une ville se raconte comme ville mémoire ou alors comme ville refuge, tout en construisant ou tout en acceptant de construire un CRA sans réaction, ou alors que la seule réaction qui soit donnée soit celle de dire qu'on s'y oppose à titre individuel en tant que femme et pas en tant que responsable politique. Il y a en ce moment une consultation publique qui démarre à partir d'aujourd'hui sur le CRA, une consultation publique qui est du fait du préfet de la préfecture de Loire-Atlantique pour dire que c'est un projet d'intérêt général. Donc en fait, retrouver la mémoire, ça veut peut-être aussi dire qu'il va falloir qu'on se mobilise, qu'on refuse que cette consultation soit un simple alibi démocratique et qu'on puisse affirmer que la meilleure manière d'honorer la mémoire des déportés, des esclaves, des colonisés, ce n'est pas une gerbe de fleurs de plus, c'est de refuser les dispositifs qui continuent sur ce territoire en particulier, de trier, d'enfermer et de déshumaniser. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. C'est là de se mobiliser sur cette consultation. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur cette question parce qu'elle concerne, elle concerne tout le monde. Exactement. Non, c'est très important. Et de toutes les façons, on va mettre un lien sur la page de l'émission et puis on va partager ça, soit sur Twitter, sur Instagram, etc. Il faut se mobiliser concrètement. Ça veut dire que de toutes les façons, cette question va être investie par la droite. Fortement, oui. Et je pense que ce n'est pas pour rien que la préfecture a posé la problématique sous un angle sécuritaire. Alors qu'il faut rappeler que les CRA, même quand on n'est pas d'accord avec, ce sont des procédures administratives et non judiciaires. Les gens qu'on y enferme ne sont pas des gens qui ont commis des infractions, ce sont des gens qui sont dans des situations donc de statut administratif qui sont encadrés par ces régimes d'expulsion. Donc, ce n'est absolument pas comme c'est encadré par la droite, par CNews, etc., de toujours la figure de l'OQTF. C'est devenu même un substantif aujourd'hui. Et qui a disparu depuis Raphaël Arnaud. Oui. Avant, c'était on te qualifie
de personnes qui a reçu Une OQTF. une OQTF. Maintenant, c'est Sur une un OQTF. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le projet de construction du CRA qui va être construit à côté de la prison À Carquefou, ouais. à Carquefou pose problème d'un point de vue écologique parce qu'il va détruire une zone humide. L'endroit où il va être construit, et donc il y a aussi une association De riverains, ouais. voilà, de riverains qui s'opposent à ce projet parce que l'endroit même où on va le construire pose problème en fait. Et donc c'est intéressant de voir que ces deux projets sont liés. En fait, ces deux façons de voir le monde sont liées, quoi. Exactement. Et en plus, ils ont prévu le coup parce que à côté pas très loin du terrain, sont stationnés quasiment une compagnie de CRS. Parce que moi, je suis passé dans le coin par Ouais. hasard. Je savais pas que c'était là-bas. Il y a une grosse compagnie de CRS qui loge sur place, au West Hotel de là-bas. C'est un West Hotel, pas très loin. Et ça, ce qui est étonnant sur ça, c'est qu'au début, ils avaient pensé à faire le projet du CRA à Bougnet, à côté de l'aéroport. Ouais. Parce que c'était beaucoup plus simple de les mettre, de mettre des personnes dans un CRA et aussitôt, sans que personne ne le sache, de les mettre dans un avion et de les expulser. Et la personne, La maire de droite la maire de droite de Bougnet a dit que c'était inhumain. a dit « Je n'accepte pas ce projet sur mon territoire parce que c'est un projet déshumanisant Exactement. et je n'en veux pas. » Alors que certaines se taisent pendant 3 ans quasiment, après avoir été quémandées des forces de... Mais une compagnie de CRS, ça n'a Voilà. rien à Ouais. À cause de Morandini. À cause de mon Lui était venu lui mettre Ah ben oui, mais oui. accompagné de Darmanin. Mais c'est bien de rappeler cette histoire. Et même j'avais envoyé le le contexte, CRS, c'est c'était ça. une promesse de Darmanin. Ouais, D'ailleurs, c'est lors de cette venue, c'est après la rencontre des deux que Darmanin avait annoncé donc la nouvelle compagnie. Et que Nantes Métropole a republié sur son site, mot pour mot, le communiqué de Darmanin en mode il y a zéro problème en fait. Effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait une différence entre la prise de parole donc, de la municipalité à la sortie de ça, avec donc, le document qui a été publié sur... Sur Nantes Métropole. mais il faut rappeler aux Nantais que c'est fait en votre nom et pour votre compte. Donc, On ne va pas dire... pas coupable, mais il y a de la on ne savait responsabilité. pas, Et plus jamais ça. Et peut-être pour terminer, est-ce que je veux les gens qui ont écouté cette émission-là, elle est tirée en fait d'un texte qu'on a écrit, qui va bientôt être disponible, je sais pas quand, mais Il s'appelle Militer dans une ville coloniale. Très bien. Bah, écoutez, merci Rêve, merci Sean Marquet, merci Moussa. N'oubliez pas qu'en ce moment, en plus, tout le monde se mobilise et tout le monde a de beaux discours parce que c'est les élections municipales. et le marché de Noël. Et gardez en tête que c'est un projet on ne peut pas accepter ce genre de projet et ce genre de façon de voir le monde à Nantes. Donc, je pense que le projet de CRA sera décisif, en tout cas pour moi. Exactement. Et on se dit à l'année prochaine. On se dit, Inch'Allah. Et quand tu dis décisive, c'est vraiment dans ces élections qui arrivent, il faut que ce soit une question politique. Politique, ouais. Politisée. Ouais. Ouais. Parce que toute la volonté est là pour... Pas le laisser aux choses des mains. Voilà. Donc merci tout le monde, merci à vous qui nous écoutez, à vous qui refusez qu'on vous raconte que tout ça c'est du passé. Cette émission s'appelait Retrouver la mémoire parce qu'on ne veut pas laisser la mémoire aux mains de celles et ceux qui l'utilisent pour se blanchir. Donc à l'année prochaine. D'ici là, restez lucide, restez critique, restez attentif et surtout surveillez vos angles morts. Voilà. Et restez frais aussi. C'était Angle mort, l'émission qui éclaire les marges et décolonise les regards. Retrouvez le podcast de l'émission sur prune.net.